alors je vais aller droit au but pour arrêter de fumer, de boire ou pour stopper n'importe quelle autre habitude invétérée. Il y a au moins 3 choses importantes. Il faut premièrement être attentif, deuxièmement comprendre les habitudes et troisièmement avoir sur ce problème un regard sans condamnation, justification ou répression ni rejet. Je peux pas comprendre mon tabagisme si je le condamne. C'est pas facile de s'abstenir de condamner parce que je suis conditionné à refuser, à justifier, à comparer et à me résigner. C'est ce conditionnement qui engendre le problème, le conflit. Il s'agit donc d'aborder le problème de fumer ou de boire sans condamnation, comparaison et ainsi de suite. Je peux observer le problème d'une manière entièrement nouvelle, sans que le passé ne vienne l'obscurcir, mais c'est très difficile de considérer le problème sans aucune réaction. 2 petites précisions avant d'aller plus loin. D'abord, dans cette vidéo, vous verrez des gens fumer ou boire. Ces images peuvent vous donner à votre tour l'envie de fumer ou de boire, mais si je laisse quand même ces images dans ma vidéo, c'est parce qu'on doit affronter notre problème et qu'on doit être capable d'abandonner notre habitude au point de tolérer de voir quelqu'un fumer ou boire sans en ressentir une tentation. Autre remarque, entre l'addiction au plaisir et la joie, faut choisir. Autrement dit, être dépendant du plaisir empêche de connaître la vraie joie, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, parce qu'il y a plusieurs différences importantes entre le plaisir et la joie. Si ça vous intéresse, j'en parle à la fin de la vidéo. En tout cas, la joie, c'est beaucoup mieux que le simple plaisir et c'est plus intéressant, plus important. Pour comprendre comment mettre fin à une habitude, il faut sans doute commencer par saisir ce que c'est précisément cette fin de l'habitude. D'abord, remarquez qu'on trouve qu'il est très difficile de changer, par exemple de ne plus fumer. Ensuite, voyez qu'on prend pour admis que le temps serait une chose nécessaire, que toute habitude devrait être lentement usée, lentement supprimée, anéantie. Comme on va le voir, c'est un préjugé. De plus, on peut dire qu'il est assez facile de renoncer à une cigarette, mais je sais bien que pour certains, c'est un problème énorme que de renoncer à une cigarette, à l'alcool ou à une drogue, parce que ces choses sont un narcotique qui calme, qui émousse l'esprit et le dispense de penser. Et puis, il faut mettre fin à l'habitude, de manière à ce qu'à la fin, j'ai beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie, et je ne perdrai pas cette énergie ou cette vitalité en luttant contre une habitude. Donc, à la fin, quand j'ai abandonné, c'est comme un renouveau, pas juste un vieil homme épuisé qui a gaspillé son énergie à lutter. Lorsqu'on change consciemment, en se disant « je ne fumerai plus, je ne boirai plus, je ne ferai plus ceci ou cela », lorsqu'on provoque délibérément un changement intérieur, ces décisions suscitent de grandes résistances et une déperdition d'énergie. On résiste, on entre en guerre avec les vieilles habitudes, avec les vieilles façons de penser, en espérant ainsi trouver un nouveau mode de vie. Le choix délibéré, l'intention délibérée de provoquer un changement, comporte une résistance et une perte d'énergie, et donc il n'y a en fait aucun changement. Une action délibérée en vue de me modifier ne comporte pas de changement, mais une perte d'énergie. La poursuite du plaisir et le refus de la souffrance guident notre choix et nous poussent à exercer notre volonté dans nos actes. Ce mécanisme se répète indéfiniment et c'est dans sa sphère d'action qu'on prétend changer. Mais toute modification de cette sorte est encore une résistance, un gaspillage d'énergie. C'est donc pas du tout un changement. Le changement, c'est comme la vertu. La vertu cultivée cesse d'être vertu. Si, étant plein de vanité, je décide d'être humble et m'exerce tous les jours à l'être, ce que je fais n'a aucun sens. J'ai dit que lorsqu'on provoque délibérément un changement intérieur, ces décisions suscitent de grandes résistances et une déperdition d'énergie, etc. Or, on peut agir sans volonté, et il en résulte un changement.
Il ne peut y avoir de changement que lorsqu'on ne fait aucun effort conscient en vue de se modifier. Le changement doit se faire sans qu'on veuille le produire. Il ne survient que lorsqu'on comprend toute la structure de l'image mentale ainsi que la façon dont elle a été engendrée. L'image mentale provient de la poursuite du plaisir et du refus de la souffrance psychologique. Un changement, c'est ici une explosion. Et pour exploser, il faut de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il ne faut pas qu'il y ait de résistance. C'est un changement où la pensée en tant que volonté n'intervient pas du tout. Faire exploser la vanité sans le concours de la volonté, inconsciemment, c'est avoir toute l'énergie qu'il faut pour pénétrer cette qualité d'être qui s'appelle vanité. Et c'est cela, l'humilité. Donc il faut transposer ça au problème de la cigarette et de la boisson. Vous pouvez mettre fin à quelque chose de façon claire et rationnelle, sans aucun mobile, n'attendant ni récompense, ni punition. Le devenir, la volonté de devenir quelqu'un, d'accomplir, de se réaliser, le devenir peut prendre fin. C'est-à-dire que vous pouvez sans mobile renoncer, mettre fin à quelque chose que vous aimez, qui vous donne quelque plaisir, sans ajouter « je peux le faire s'il y a quelque chose au bout ». Vous pouvez mettre un terme immédiat à quelque chose qui vous procure un grand plaisir. C'est difficile. Si on arrête de fumer, le corps réclame la nicotine qui l'a intoxiqué, si bien qu'il prend autre chose pour le satisfaire. Mais je répète que vous pouvez mettre fin à quelque chose de façon claire et rationnelle, sans aucun mobile, n'attendant ni récompense ni punition. Il s'agit de mourir à votre plaisir, d'y mourir simplement, sans discussion, sans réaction, sans y mettre aucune condition spéciale, sans vous demander comment faire pour renoncer ou pourquoi il faudrait que vous renonciez. C'est ce qu'il faudra faire lorsque vous mourrez physiquement. On ne discute pas avec la mort, on ne peut pas lui demander de nous accorder du temps de vie supplémentaire. Mourir n'engage aucun effort de la volonté. On meurt et c'est tout. Vous pouvez mourir à l'un de vos désespoirs ou à l'une de vos ambitions, y renoncer simplement, l'abandonner, comme une feuille qui meurt à l'automne, sans aucun soubresaut de la volonté, sans vous demander avec angoisse ce qui va vous arriver si vous le faites. C'est ce que nous n'avons jamais essayé. Mourrez au tabac. Rompez avec cette habitude, simplement renoncez-y comme vous renonceriez à une idiotie, sans effort, sans exercer de choix, sans propos délibérés. Si vous mourrez à cela d'une mort totale, et que vous ne fassiez point toute une histoire du simple fait d'arrêter de fumer ou de boire, vous allez y arriver. Vous saurez alors ce que signifie vivre dans l'instant, suprêmement, sans effort, de tout votre être. Il se peut qu'une porte s'ouvre alors sur l'inconnu. Mourir, c'est lorsque tout finit. Et ce qui nous effraie, ce qui nous terrorise, c'est que tout finisse. C'est l'adieu définitif au travail, la mise à l'écart, le départ, l'adieu à la famille, à celui ou à celle qu'on croyait aimer, la fin d'une chose continue qui a occupé vos pensées des années durant. Ce qui vous terrifie, c'est cette fin définitive de toute chose. Il s'agit de mettre fin à quelque chose de façon délibérée en quelque sorte, en tout cas consciente, préméditée, mettre fin aux choses de façon absolue et instantanée, comme le scalpel du chirurgien excise un cancer. Il s'agit d'exciser ce qui est pour vous la plus grande source de plaisir, exciser une chose agréable, avec une précision chirurgicale et pourtant compatissante, et cela sans savoir de quoi demain sera fait, sans savoir ce que vous réserve l'instant qui suit cette ablation. Si vous maniez le scalpel en sachant ce qui va se passer, alors vous n'êtes pas vraiment en train d'opérer. Mais si vous avez tranché dans le vif, alors vous saurez ce que mourir veut dire. Si vous avez tranché tout ce qui vous entoure, toute racine psychologique, tout espoir, toute culpabilité, toute anxiété, tout succès, tout attachement, alors à l'issue de cette ablation, de ce refus de la structure globale de la société, et dans l'ignorance où vous êtes de ce qui vous attend quand votre intervention sera achevée, alors
à l'issue de ce reniement absolu, il émerge l'énergie d'affronter ce qu'on appelle la mort. Le fait même de mourir à tout ce que vous avez connu, de vous couper délibérément de tout ce que vous avez connu, voilà ce que c'est mourir. Essayez donc un de ces jours, sans en faire un acte vertueux, conscient et délibéré, essayez simplement par jeu, car le jeu vous en apprend beaucoup plus que les efforts conscients et délibérés. Cette forme de reniement, c'est une amorce de destruction, et il faut détruire parce que, assurément, c'est la destruction qui permet l'avènement de la pureté, d'un esprit immaculé. J'ai dit qu'on prend pour admis que le temps est chose nécessaire, que toute habitude doit être lentement usée, lentement supprimée, anéantie. En effet, nous sommes faits à cette idée qu'il n'est possible de nous libérer d'aucune habitude que par une résistance, en développant une habitude contraire. Et on a l'idée qu'on ne peut le faire que graduellement, en y mettant du temps. Or, on verra que toute lutte entreprise contre quelque chose, contre une habitude particulière, donne naissance à une certaine résistance à l'égard de cette habitude, ce qui engendre de nouveaux conflits. Je vais revenir plus tard sur ce point. Pour l'instant, il faut comprendre que toute forme de résistance favorise de nouveaux conflits et le temps étalé sur de nombreuses journées, sur de nombreuses semaines, etc., ne détruit pas véritablement l'habitude. Et on peut y mettre fin sans élaborer une résistance, mais instantanément, sans qu'il faille compter sur le temps. Pour arrêter de fumer ou de boire, il faut se donner complètement. L'esprit, le corps, les nerfs, l'être tout entier, tout cela est intensément actif. Alors, on peut être attentif. Et cette attention met fin à l'habitude. Il me faut observer passivement mes réactions, avoir simplement conscience d'elles, passivement, et voir qu'elles ne peuvent pas résoudre mes problèmes. Si je comprends tout ce processus, alors je vois que j'agirai d'une manière adéquate pour ce qui est de fumer. Cette démarche aussi conduit à être attentif. On verra qu'on semble incapable d'avoir conscience de l'habitude d'une manière passive. Il y a toujours une réponse de quelque sorte que ce soit qui remonte du passé. On est incapable d'observer le problème comme s'il était entièrement nouveau. Je reviendrai plus tard sur ce point. Si l'attention, la vigilance permet d'arrêter de fumer ou de boire, c'est parce qu'elle permet de comprendre les habitudes. Cette compréhension est importante parce que plus on combat l'habitude, plus on la renforce. Ce n'est difficile de libérer l'esprit de l'habitude que lorsque vous luttez contre l'habitude. Ça aussi, c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. Pour l'instant, il faut creuser la question de savoir pourquoi l'esprit cultive l'habitude, c'est-à-dire pourquoi il est inattentif. Il faut comprendre en détail la raison pour laquelle l'esprit s'engonce dans les habitudes. Ce n'est qu'une fois que vous avez compris tout cela que l'esprit devient frais, jeune, actif, vivant, de sorte que chaque jour est un jour nouveau. Chaque aube reflétée dans l'eau du fleuve est un spectacle qui réjouit la vue. Si vous considérez l'esprit et observez comment se forment les habitudes, vous comprenez ce qu'il est essentiel de comprendre et tout le reste devient insignifiant et s'évanouit. Comprendre tout ce processus d'instauration et d'abandon des habitudes. Le désir de fumer disparaît dès que je comprends le problème du tabagisme, des habitudes, des sensations, des exigences psychologiques, etc. C'est important de découvrir pourquoi je vis dans un monde d'habitudes et d'en être conscient, d'être conscient de mes traditions. Sachez pourquoi vous fumez. Si je n'en suis pas complètement conscient, je ne comprends pas la tradition, l'habitude, la routine, alors forcément, elles interviendront, elles percuteront l'objet que je me propose de regarder. On peut renoncer à l'habitude sans résistance, c'est-à-dire sans que la volonté s'exerce, si on comprend toute la nature et tout le mécanisme de formation des habitudes. Donc, lorsqu'on a un espace dans lequel le temps psychologique est aboli,
il n'y a pas le moindre conflit et, à partir de cet espace, vous pouvez agir sans qu'interviennent la résistance et la volonté. Il y a un moyen de comprendre qui ne repose pas sur la décision, la volonté, la résistance, et pourtant, ne pas fumer, briser une habitude sans résistance et donc sans aucun choix. Si on comprend réellement tout le problème des habitudes, des sensations, des exigences psychologiques, etc., le besoin de fumer nous quitte. On ne peut comprendre que par un développement de l'intelligence, lorsque l'intelligence fonctionne, et l'intelligence n'est pas en train de fonctionner lorsqu'il y a substitution. Lorsqu'il y a la compréhension du problème à ses différents niveaux, non seulement dans la partie extérieure, mais dans ses implications internes psychologiques, alors, en ce processus, l'intelligence naît. Donc, lorsqu'il y a intelligence, il n'y a pas de substitution. Maintenant, revenons à la vigilance. Si le fumeur prend conscience de son habitude, s'il est attentif à chaque geste, s'il ne fait que l'observer sans le condamner, sans se dire que c'est affreux de fumer, alors il cesse de renforcer cette habitude. Si le comportement est accompli avec attention, il ne devient pas une habitude. On peut faire chaque jour la même chose à la même heure sans que ça devienne une habitude si l'on est conscient de ce que l'on fait. L'attention chasse l'habitude. Vous pouvez vous lever tous les matins à la même heure, mais vous savez pourquoi vous vous levez. Cela peut paraître à quelqu'un d'autre une habitude, bonne ou mauvaise, mais en réalité, ça ne l'est pas pour celui qui est vigilant et attentif. Accorder son attention, ça signifie consacrer toute son intelligence, son cœur, son énergie physique et, avec cette énergie, prendre conscience, regarder en face cette habitude particulière. Vous vous apercevrez alors qu'elle n'a plus de prise, elle disparaît instantanément. Si l'on a conscience de l'habitude, on peut y mettre instantanément fin. On peut y mettre fin sans aucune forme de lutte et s'en débarrasser instantanément. On peut en prendre conscience sans qu'il y ait résistance, contrainte, et ainsi en être quitte facilement, sans effort et instantanément. Si on pouvait établir une certaine qualité d'attention dans notre esprit, celui-ci ayant saisi le fait, la vérité, que l'énergie est attention et qu'elle est nécessaire quand il s'agit de dissoudre n'importe quelle habitude particulière, alors, ayant pris conscience d'une telle habitude ou d'une telle tradition, on s'aperçoit qu'elle disparaît instantanément. Si l'on devient lucidement attentif, on dispose d'une extraordinaire énergie, une énergie qui n'est pas due à une résistance comme la plupart d'entre elles. Cette énergie de l'attention, c'est la liberté. Rappelons-nous qu'il faut avoir, sur ce problème du tabagisme, un regard sans condamnation, ni justification, ni répression, ni rejet. Or, je décide de ne plus fumer parce que hier soir, les médecins ont découvert que c'est dangereux pour le cœur, le cerveau et tout le reste. Cette décision implique résister à fumer. J'ai l'habitude de fumer, j'ai décidé de ne plus fumer et je résiste au désir de fumer. J'ai pris la décision de résister au tabagisme. Donc, il y a une bataille en cours. Entre la décision et l'habitude, le corps est habitué à cette fumée et il en demande de plus en plus. Il doit l'avoir. Et donc, intellectuellement, j'écoute les médecins. J'ai peur. De là, j'ai décidé de ne plus fumer. Donc, il n'y a pas seulement de la résistance. La peur aussi est impliquée et je suis dans une bataille constante. Vouloir fumer et y résister tout le temps. L'action de la volonté sur une longue habitude. J'ai pris une décision, alors je crée un nouveau problème. Avant, je fumais. Maintenant, j'ai décidé de ne plus fumer. Et cette décision apporte un autre problème. Et ainsi, je continue à créer des problèmes tout le temps. On peut abandonner complètement sans décision, la décision étant résistance, peur, abandonner tout ce qui est impliqué dans une décision quand je dis que je ne dois pas fumer.
Je fais un vœu, mais je suis toujours en bataille. Je suis toujours en conflit. Je peux mettre fin à une habitude sans résistance, sans dire je ne dois pas, je dois contrôler, je dois résister. Je connais la manière traditionnelle de résister, de décider de ne pas le faire. Et je vois que ça implique beaucoup de conflits, pas seulement un conflit physique, mais intellectuel, émotionnel. Tout le problème de la résistance surgit. Je peux trouver un moyen où tout cela n'existe pas, et pourtant, arrêter de fumer. On peut mettre fin à l'habitude sans résistance, parce que la résistance, elle implique le choix, et le choix implique le conflit, vouloir, ne pas vouloir, et donc le choix surgit invariablement lorsqu'il y a de l'incertitude, un manque de clarté, de la confusion. La résistance implique la décision, le conflit, le choix. La décision implique entre ceci et cela, devoir et ne pas devoir. Tout cela est impliqué. Je veux pas entrer dans cette activité chaotique. Je veux y mettre fin sans aucun conflit. On peut renoncer à quelque chose sans effort, renoncer ou accomplir sans effort, car c'est ça la paix. La paix ne vient que quand il y a compréhension, une compréhension qui n'est pas intellectuelle. Vous mourrez à ce plaisir sans discuter, sans mobile, sans peur, sans engagement, sans contrainte. Simplement vous dites « Maintenant, c'est fini ». Faites-le et vous verrez ce que ça signifie. Mourir à un plaisir sans discussion, sans motif, parce que c'est cela qui va vous arriver quand vous mourrez. On ne peut pas discuter avec la mort comme je l'ai dit précédemment. Donc, si vous mourrez à un désir, à un plaisir sans réagir, sans être pris par le désespoir, vous saurez ce que ça veut dire mourir immédiatement à toute votre existence si complexe, si contradictoire. Simplement enquêter et essayer de trouver la cause de l'habitude ne met pas fin à l'habitude. Et une simple décision, dire je ne dois pas, crée plus de conflits. Ma main va dans ma poche et je dis oh, pour l'amour de Dieu, vous savez toutes les choses par lesquelles je passe, je me torture et je dis que je ne veux pas faire cela et pourtant je veux me libérer de cette chose terrible, cette chose qui est mon habitude. Essayons maintenant de mieux comprendre tout le mécanisme de l'habitude. Au fond, l'habitude n'est ni bonne ni mauvaise. Fondamentalement, je parle pas d'habitude bonne ou mauvaise, mais de l'habitude en général. Toutes les habitudes sont mécaniques. Il n'y a pas uniquement de petites habitudes comme de remuer sans cesse les doigts, mais encore des habitudes sexuelles, des façons de penser, des activités variées. Je pense ceci et j'en tire telle conclusion. C'est devenu une habitude. Je vis dans mes habitudes. Toute ma vie est un échafaudage d'habitudes. On en a des milliers. Comment on se brosse les dents, comment on lit, comment on marche, comment on se peigne les cheveux. Une d'entre elles, c'est le désir de devenir célèbre, important. Il y a deux éléments, les habitudes d'une part et l'observateur qui s'y intéresse d'autre part. Mais l'observateur lui-même est une habitude. Les deux sont donc habitudes. Je tortille mes doigts et une entité, elle-même une habitude, observe la chose. Donc, tout est habitude. On pourrait penser que nos différentes habitudes ne sont pas particulièrement importantes. On les a et tant pis. Puis, on leur trouve des excuses. On en est esclave. L'esprit est prisonnier de l'habitude et les choses empirent avec l'âge. On a déjà contracté beaucoup d'habitudes. Notre esprit fonctionne de manière routinière. Nous suivons les rails de la routine. L'esprit s'engonce dans les habitudes, il suit des sillons routiniers, des rails tout tracés comme ceux d'un tramway, et il a peur d'explorer les choses, de les remettre en question. L'esprit se meut du connu au connu, en sorte qu'il ne se libère jamais du connu. La plupart d'entre nous sommes esclaves de nos habitudes physiques et psychologiques. Certains en ont conscience et d'autres non. Cet esclavage, il est stupide.
et dès lors on est déjà vieux et délabré intérieurement. Notre esprit croule sous son propre poids. Fumer fait de vous une machine, un esclave de l'habitude. Suivre la routine peut mener, et mène en général, à une façon de vivre mécanique. Toutes les habitudes sont mécaniques, impliquent une répétition mécanique. Établir une habitude, ça veut dire répéter sans cesse la même action. Toutes les habitudes sont mécaniques. Tout ce que je fais de façon répétée, hier, aujourd'hui et demain, est forcément mécanique. Certaines de ces activités sont un peu plus polissées, elles fonctionnent plus ou moins sans à-coups, mais ce sont des habitudes répétitives. On lutte pour se défaire de l'habitude par la discipline. On lui résiste. On tente par toutes sortes de moyens de s'en débarrasser, mais, comme je l'ai dit, plus on la combat, plus on la renforce. C'est lui donner vie que lutter contre elle. L'habitude est mécanique et lui résister équivaut à alimenter la machine, lui donner davantage de puissance. Ce n'est difficile de libérer l'esprit de l'habitude que lorsque vous luttez contre l'habitude. Le problème du tabac ne devient un problème que lorsque j'ai envie d'arrêter de fumer, quand je suis obligé d'agir sur une habitude particulière, devenue gênante. Tant que je suis satisfait de la situation, ça n'est pas un problème. Fumer m'occasionne une gêne. Je veux donc me défaire de cette manie. Je veux cesser de fumer. Je veux en finir avec cette habitude, m'en défaire. C'est une attitude de résistance ou de condamnation. Dès lors que je désire m'arrêter de fumer, j'ai tendance soit à refouler mon envie, soit à la condamner, soit à lui trouver un substitut. Toute lutte entreprise contre quelque chose, contre une habitude particulière, donne naissance à une certaine résistance à l'égard de cette habitude. Et toute résistance engendre de nouveaux conflits. Si l'on prétend résister à une habitude, chercher à la supprimer, lutter contre elle, l'énergie qui est nécessaire pour la comprendre se perd dans cette lutte et cette contrainte. Ça, c'est lié à ce que j'ai dit auparavant, quand j'ai dit que nous nous étions faits à cette idée qu'il n'est possible de nous libérer d'aucune habitude que par une résistance, en développant une habitude contraire, et que nous avons l'idée que nous ne pouvons le faire que graduellement, en y mettant du temps. Si je tente d'arrêter de fumer, j'essaie d'analyser rationnellement le problème de la cigarette. Quand je dis que c'est une habitude stupide, j'ai analysé le problème et je suis arrivé à la conclusion qu'il est stupide de fumer. Mais l'analyse rationnelle n'est pas efficace. Elle ne me donne pas les moyens de me défaire de cette habitude. Connaître la cause d'un problème ne suffit pas à se libérer de ce problème parce que la connaissance est pure information. C'est une conclusion verbale. Cette connaissance vous empêche manifestement de comprendre le problème. Donc, il y a une différence entre connaître la cause d'un problème et comprendre le problème. C'est facile d'accepter ou de refuser, c'est-à-dire de fuir devant le problème. Quand je condamne, je néglige, je dédaigne, et condamner m'empêche de comprendre. Condamner un enfant, c'est l'écarter de vous pour qu'il ne vous ennuie plus, mais l'enfant est toujours là. J'aborde le problème du tabagisme en jugeant et en condamnant, ou bien je tente de me défaire de cette habitude en me démontrant la sottise de la chose, mais cette manière d'aborder le problème est fausse. Ce n'est pas au moyen de la pensée que je découvre que cela est faux, mais en prêtant une attention vigilante et passive à la manière dont j'aborde le problème. La pensée et la vigilance passive s'excluent mutuellement. Si la pensée fonctionne, il ne peut pas y avoir de passivité. Lorsque la pensée fonctionne, son objectif, c'est de condamner ou de justifier, de comparer ou d'accepter. Rappelez-vous quand je parlais d'attention. Si je suis passivement attentif au processus que je viens de décrire, alors je le perçois tel qu'il est. On semble incapable d'avoir conscience de l'habitude d'une manière passive. Il y a toujours une réponse, de quelque sorte que ce soit, qui remonte du passé. On est incapable d'observer le problème comme s'il était entièrement nouveau. On emporte partout avec nous tous nos efforts passés.
toutes nos conclusions et nos intentions antérieures. On ne peut considérer le problème qu'au travers de ces écrans. Un problème, c'est toujours neuf, mais on l'aborde avec de vieilles formules qui nous empêchent de les comprendre. C'est pourquoi je disais, il me faut observer passivement ces réponses, avoir simplement conscience d'elles passivement, et voir qu'elles ne peuvent pas résoudre le problème, etc. Tout notre conditionnement nous incite à faire des efforts. Tout ce que nous faisons est un effort, une lutte. Si je veux me changer, si par exemple je veux cesser de fumer, il me faut lutter, me faire violence, je prends des décisions et peut-être qu'après tout cela, je me montrerai capable d'y renoncer, mais toute mon énergie aura été absorbée dans cette lutte. Une paix obtenue à la suite d'une lutte intérieure n'est plus la paix. C'est un état d'épuisement et la paix ne peut absolument pas s'établir par suite d'efforts. Si vous résistez en disant « je ne vais plus fumer », un conflit entre alors en jeu. L'habitude, c'est un poids mort, une action devenue automatique, un geste machinal qu'on répète sans même y penser. Physiquement, il faut tout d'abord qu'il y ait sensibilité, et la sensibilité physique ne peut absolument pas exister quand on fume, quand on boit, quand on mange de la viande. La sensibilité du corps doit être entretenue. C'est absolument essentiel. L'habitude rend insensible. Dès l'instant où l'esprit s'habitue à quelque chose, il commence à fonctionner de façon routinière, il s'abêtit, il cesse d'être vulnérable, il perd cette sensibilité qui est nécessaire pour découvrir ce qu'est Dieu, ce qu'est la beauté, ce qu'est l'amour. Il y a danger dans toutes les habitudes. Cela rend l'esprit totalement insensible. Le corps a sa propre intelligence. Il faut beaucoup de pénétration pour sentir l'intelligence du corps. On le force, on le pousse, on est habitué à manger de la viande, à boire, à fumer, vous savez tout ce qui s'ensuit, et alors, le corps lui-même perd sa propre intelligence organique, intrinsèque. Pour lui permettre d'agir avec intelligence, l'esprit doit être lui-même intelligent, et ne pas se permettre d'intervenir dans les activités du corps. Essayez, et vous verrez alors que la paresse prend un tout autre visage. J'ai des habitudes. Par exemple, j'ai été élevé dans un monde communiste et j'ai cette étrange habitude de penser dans ces lignes. J'ai été élevé dans un monde islamique et je fais ça. Donc, l'habitude est établie très profondément depuis l'enfance. L'habitude de penser que je dois faire ceci ou que je dois pas faire cela. Consciemment, je sais, et inconsciemment, il y a toute l'habitude d'une culture. Ainsi, toute ma conscience peut être le résultat d'habitudes. On espère que quelqu'un d'autre mettra de l'ordre dans le monde et qu'on n'aura plus qu'à s'y glisser, ou bien on peut être indolent, psychologiquement paresseux, inefficace, donc on ne change pas. Si on voit le mal, on n'y met pas fin immédiatement. On ne veut pas consacrer une journée à effectuer un changement en soi-même. Donc, pour mettre fin à l'habitude, il faut la comprendre, et pour la comprendre, il faut connaître ses origines, ses sources. Il faut comprendre que l'origine de la dépendance, c'est le vide, l'insuffisance intérieure, le manque d'énergie, d'élan, de capacité ou de clarté, de perception, et le sentiment de ne pas être capable de tenir debout tout seul, et le désir de sécurité, c'est-à-dire la peur. L'esprit cherche à s'endormir dans les habitudes et à éviter le moindre dérangement. Il prend des habitudes afin d'être en sécurité, rassuré, certain de n'être pas perturbé et afin d'avoir la continuité. Vivre dans nos habitudes, c'est facile, mais briser avec elles implique bien des choses. Dans certaines conditions, je pourrais perdre ma situation. Quand je me propose de briser ces habitudes, j'ai peur parce que vivre dans l'habitude donne un sentiment de sécurité, de certitude, parce qu'autour de moi tout le monde fait pareil.
L'esprit trouve dans ses habitudes une certaine sécurité, disant ma famille, mes enfants, mes meubles, ma maison. Si j'ai des douzaines d'habitudes, si je me lève chaque matin à 8 heures pour aller à mon bureau, rentrer à 6 heures, prendre un apéritif et ainsi de suite, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. J'ai pas besoin d'être très éveillé. L'esprit se complaît à fonctionner dans des ornières, des habitudes. Il s'y sent en sécurité. Ça n'exige pas de grandes explications. Un comportement répété quotidiennement devient une habitude s'il est accompli avec inattention. L'habitude sous-entend une action répétitive résultant d'un manque d'attention. C'est seulement quand l'attention fait défaut que se forment les habitudes. On tombe dans les habitudes ou dans la routine psychologique parce qu'on pense que c'est la façon de vivre la plus confortable. Et même dans les habitudes contractées dans les relations, personnelles ou autres, il existe une certaine part d'indolence, de négligence et d'indifférence. Dans tout ça, il y a un sentiment erroné d'intimité, de sécurité et même une insidieuse cruauté. Voilà, maintenant vous savez précisément ce qu'est l'habitude, quelles sont ses origines et comment y mettre fin grâce à l'attention, à la compréhension et à un regard sans condamnation, ni justification, ni répression, ni rejet. Je termine en précisant la différence entre le plaisir et la joie. D'abord, le plaisir a une cause, alors que la joie est sans cause. La cause du plaisir, c'est la mémoire ou la pensée, en tout cas la recherche du plaisir est liée à la mémoire d'un plaisir antérieur qu'on veut prolonger. Par exemple, on fume parce qu'on se souvient du plaisir que nous a déjà procuré la cigarette. Par contre, la joie n'est pas liée au passé, autrement dit, à la mémoire. Elle est liée seulement au présent et, en ce sens, elle surgit d'instant en instant. La joie, c'est pas le produit de la pensée. Deuxièmement, le plaisir peut être cultivé, alors que la joie ne peut pas être cultivée. Par exemple, le souvenir de la joie prise à contempler une montagne est cultivé par la pensée, et alors il devient du plaisir. La mémoire, en tant que pensée, dit « je veux demain retourner voir ce spectacle ». Troisièmement, et surtout, le cerveau se tend quand il recherche le plaisir, alors qu'il se détend lorsqu'il éprouve de la joie. Quand le cerveau recherche du plaisir, il se fixe un but et la pensée cultive la détermination, la volonté. Au contraire, quand on éprouve de la joie, les cellules cérébrales se détendent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, à partager et moi je vous dis à bientôt.